Ah, New York, Central Park, la Statue de la Liberté, l'Empire State Building et évidemment le Madison Square Garden. Great fourth quarter. Can he win it here? Anthony's going to try and get one more shot off from half court at the buzzer. Oh, he puts it in from half court. Carmelo Anthony knocks it down. Bien que les succès ne soient pas au rendez-vous, New York reste probablement l'une des franchises les plus aimées en NBA. C'est également l'une des plus anciennes, et avec les Boston Celtics la seule à n'avoir jamais changé de nom depuis 1947. Et ce n'est pas forcément son palmarès qui a fait que l'équipe a autant de fans. Un titre en 73, puis quelques aventures en playoff dans les années 90, et puis plus grand chose. Mais comment cette franchise aussi mythique a-t-elle pu sombrer autant sans pour autant pouvoir se relever ? Je vous propose tout d'abord qu'on retourne en 1985. Patrick Ewing. C'est le point de départ de toute cette histoire et celui qui a pu faire grimper les Knicks au sommet. Georgetown, la draft et l'enveloppe froide, bref, je pense que vous connaissez la petite histoire. Sans lui, les Knicks ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Incontestablement le visage de la franchise pendant plus de 15 ans, il a permis à l'équipe de rejoindre les playoffs pendant 14 saisons consécutives. Parmi une conférence Est ultra dense et ultra compétitive dans les années 90, les Knicks faisaient partie des outsiders qui pouvaient prétendre à la finale NBA chaque année. Malheureusement, à cause des Bulls, du 8, des Pacers ou encore des Rockets en 94, jamais ils n'atteindront le Saint Graal. Après ces péripéties, on se téléporte donc en plein dans la saison 98-99, où l'équipe est reprise en main par un certain James Dolan. Quelques petits transferts viennent pimenter une actualité assez terne à cause d'un lockout et des résultats assez compliqués pour l'équipe. Latrell Sprewell, Monsieur J'égorge mon coach ou Marcus Camby débarquent échangés contre des piliers un peu trop vieillissants comme John Starks ou Charles Oakley. On se rend compte qu'ils jouent plutôt pas mal, mais les Knicks se positionnent bel et bien en tant que seed 8 à l'Est, faisant d'eux sur le papier l'équipe la plus faible à affronter. Et même si le duo Duncan-Robinson ne leur laissera aucune chance, pour la première fois de l'histoire de la NBA, une équipe qui finira 8ème de la saison régulière arrivera à atteindre la finale. Et c'est là que commence la déchéance. Premièrement, on va commencer avec une draft de Frédéric Weiss en 15ème position qui ne jouera tout simplement jamais pour les Knicks. On se souviendra plus de lui à cause du dunk assassin de Vince Carter que pour sa carrière de basketteur. Draft qui au passage a été réalisé sans GM en poste, et ouais, c'est possible. Malgré 50 matchs gagnés et 2 tours de playoff passés contre les Raptors, puis le Heat en 7 manches, l'aventure s'arrête là pour les Knicks. Une inspiration de Pat Ewing permet aux New-Yorkais de les éliminer dans un moment décisif, mais l'intenable Reggie Miller donnera une leçon aux Knicks qui ne retourneront pas en finale NBA pour une deuxième année consécutive. Et là, tout bascule. Patrick Ewing, qui songe alors à prolonger dans sa franchise de toujours, est bazardé dans un trade à 4 qu'il enverra au Seattle Supersonics par le nouveau GM Scott Layden. 12 joueurs impliqués dans cet échange, dont 6 qui arriveront du côté de New York, accompagnés de 4 tours de draft. Spoiler, aucun d'entre eux ne va réellement être utile au groupe, car 3 ne vont tout simplement pas jouer, et seul Glenn Rice sera de temps en temps titulaire avec les 3 joueurs restants. Les choses ne vont pas s'arranger en cette année 2001, avec des événements qui montrent que quelque chose ne va pas dans l'équipe. Le 17 janvier 2001, dans un match face à San Antonio, le pivot Marcus Camby va terriblement s'emporter contre Danny Ferry. Après un petit contact entre les deux hommes, les choses semblent retourner au calme avec l'intervention des arbitres. Ouais, sauf que Camby va bondir sur son adversaire et tenter de lui asséner un coup de poing au visage. Malheureusement, ou heureusement pour lui, c'est son coach qui va prendre le coup en s'interposant. 12 points de suture pour Jeff Van Gundy et 5 matchs de suspension sans paye à coupler à $7 500 d'amende pour ce bon vieux Marcus. Le roster de cette saison est donc assez déséquilibré, mais les Knicks réussissent quand même à arracher une place pour la post-season avec une belle 4ème place.
Le dénouement sera lui sans appel, avec une défaite 3-2 contre les Raptors du tout jeune Vince Carter. Première fois en 10 ans pour l'équipe de Spike Lee qu'il ne passe pas le premier tour des playoffs. L'après Ewing tourne au désastre. Les contrats long terme donnés par Layden, ainsi que les salaires faramineux pour des joueurs médiocres, vont ruiner les prochaines saisons des Knicks. Et lâcher le pick pour la draft 2001 est probablement la plus grosse erreur de son aventure de GM pour Layden. En effet, tous les joueurs que vous avez devant vous sont passés sous le nez des Knicks. Et la catastrophe ne s'arrête pas là, avec un départ du coach Jeff Van Gundy au bout de 19 matchs lors de cette nouvelle saison. Une blessure de Camby 11 matchs plus tard, et une non-qualification pour les playoffs avec un bilan de 30 victoires pour 52 défaites. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? On part sur un rebuild, on utilise nos picks de draft, pas vrai? Eh bien, pas du tout, parce qu'on est à New York après tout. Le soir de la draft 2002, Layden dilapide ses dernières cartes en proposant Camby, Mark Jackson et les droits pour le pick numéro 7 Néné contre Antonio McDyess. C'est probablement le pire trade de l'histoire de la franchise. Il laisse partir l'un des tout meilleurs contreurs de la ligue, un vétéran sur le déclin mais qui contribue toujours, et Néné qui deviendra un joueur emblématique du côté de Denver. Les Knicks récupèrent donc le petit Antonio qui est certes un très bon joueur, mais qui revient de multiples blessures, et qui surtout se reblesse en pré-saison après à peine 2 minutes sur le parquet. Son coéquipier Latrell Sprewell ne débutera pas non plus la saison avec une main cassée, selon lui en glissant sur son yacht, ou selon le New York Post parce qu'il aurait frappé quelqu'un. Il poursuivra en justice le journaliste auteur de l'article, mais 5 ans après, le tribunal de Manhattan classera l'affaire sans suite. On se retrouve donc en 2002-2003 avec encore une saison blanche. Des joueurs emblématiques qui partent, d'autres qui arrivent, mais toujours des difficultés à être compétitifs. Les Knicks ne sont pas bons, mais ils ne sont pas assez mauvais pour obtenir un top pick. Et c'est bien dommage quand on regarde ce que va donner la draft 2003. Layden sera démis de ses fonctions dans la foulée, et Dolan décide de le remplacer par l'ancien joueur des Pistons, Isaiah Thomas. Son après-carrière était déjà très riche en expérience à ce moment-là, et il avait déjà œuvré en tant que vice-président pour aider à l'expansion de la ligue du côté de Toronto, et en tant qu'entraîneur du côté des Pacers. Son premier move a été assez intéressant en limogeant l'ancien entraîneur en milieu de saison pour le remplacer par Lenny Wilkens, champion avec Seattle en 79. Malheureusement, on repart avec le même scénario, et toujours pas de rebuild à l'horizon. Avec des nouveaux arrivants comme un Penny Hardaway en bout de course ou Stephon Marbury, les playoffs 2004 seront surtout anecdotiques pour les Knicks, où ils se feront sweeper par les Nets dès le premier tour. New York va continuer par la suite à signer des contrats exorbitants pour des joueurs tout au plus bons comme Jamal Crawford, et à surpayer des joueurs médiocres tels Alan Houston ou Eddie Curry en provenance de Chicago. L'année suivante, les Knicks seront tellement mauvais qu'ils pousseront Wilkens à démissionner. La situation est telle qu'ils ne retournent pas en playoff, et il faut toujours garder à l'esprit qu'ils ont à l'époque la plus grosse masse salariale en NBA. Pour compenser le départ du coach, Isaiah a décidé de recruter un autre nom bien connu, Larry Brown. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le monsieur, il a été 3 fois en finale NBA entre 2000 et 2005, et même vainqueur avec Détroit en 2004. C'est potentiellement à l'époque l'un des entraîneurs les plus convoités en NBA, et honnêtement avec lui, on a tout pour que ça se passe bien, non? Eh bien pas du tout, mais alors pas du tout. 23 petites victoires seulement, et pas moins de 59 défaites. Il faut quand même remonter à 1964 pour voir un bilan pire que celui-ci. Notre cher Isaiah avait déjà bien détruit les chances de son équipe en faisant des trades ou en signant des contrats totalement incompréhensibles qui vont totalement ruiner les espoirs de recruter un gros agent libre. 5 millions pour le trentenaire Jérôme James et ses 3 points de moyenne cette saison-là. 14 millions de dollars pour le non moins légendaire Antonio Davis qui plafonnera à 5 points et 5 rebonds. La seule chose que l'on ne puisse pas lui reprocher, c'est qu'il drafte plutôt bien. David Lee en 30e position, Trevor Ariza en 43e ou Nate Robinson obtenu dans un trade avec Phoenix. Si vous êtes désemparé par ce que vous avez vu, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Forcément, Brown ne sera pas conservé au terme de la saison 2006 et il convient pour Isaiah de trouver un remplaçant.
Et si je vous dis qu'il s'est mis lui-même au coaching, vous me croyez ? Ouais, c'est totalement absurde, mais c'est bel et bien arrivé. James Dolan, toujours propriétaire de la franchise, lui donnera comme seule condition pour qu'il reste à son poste, de réaliser des progrès par rapport à l'année précédente. Ce qu'il a évidemment fait, étant donné que gagner moins de 23 matchs aurait été presque impossible. Sans attendre le terme de la saison, Dolan prolongera donc Thomas pour une année de plus. Et le cauchemar va durer 2 ans. 2 ans de galère où les supporters de New York ne verront les playoffs que dans leurs rêves. Et l'occasion pour le nouveau coach de réaliser une autre saison en 23-59. Le temps également pour Thomas d'être poursuivi pour un viol sur une employée du Madison Square Garden et de se battre avec Marbury. On est digne d'une télé-réalité là. Thomas sera enfin viré fin 2008, remplacé par Donnie Walsh. Les Knicks vivront 2 ans de plus sous Mike D'Antoni sans goûter à la post-season, puis accéderont enfin au premier tour en 2011. Le duo Stoudemire-Carmelo se crée et l'espoir renaît du côté de New York. Après plus de 9 ans de disette, le Madison Square Garden revit enfin ses saisons au plus haut niveau. Des moments d'anthologie et des combats acharnés au sein de la conférence Est. Smith against LeBron. Oh, slid right by him and throws down the hammer. It's down 3. Should the Bulls foul? No. Anthony for 3. Bang! That one goes down and the game is tied. And I like that move. In the hands of Anthony. Anthony for 3. Puts it in! Knicks by 1 with 8.2 remaining. Mais malheureusement, l'espoir sera de courte durée. Entre les Bulls avec Derrick Rose, les Pacers avec Paul George ou le Heat des Heatles, la concurrence est bien trop dure. Stoudemire enchaîne les blessures puis s'en va au bout de seulement 3 ans, et malgré 7 saisons pleines de Melo, plus aucun run de playoff depuis 2013. 22 points de moyenne minimum, du leadership et des moments clutch qui auront été vains. Même si parfois on a cru relancer la machine avec Jeremy Lin ou Kristaps Porzingis, New York sert plus de risée de la NBA depuis quelques temps que d'équipes sérieuses et compétitives. Mais au final, Dolan est toujours là 20 ans après, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il tient à sa franchise. Grâce à lui, les Knicks restent l'une des équipes de sport les plus rentables du monde, certainement grâce à l'exposition new-yorkaise et à une fanbase aussi déterminée que passionnée.